Alors, rebonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va commencer le cours du module de tectonique BCG S4. Alors, le responsable module, c'est moi-même, Abdoulaye Teddi, et le responsable de TP, c'est M. Hassan Imour. Alors, dans ce cours, on va voir environ 10 à 11 séances de cours, de 2 heures environ. On va essayer de voir 2 séances de TD, de la même durée, c'est-à-dire à peu près 2 heures chacune. Puis vous aurez 5 séances de TP de 4 heures. Enfin, si possible, vous allez faire une sortie de terrain d'une journée. Alors, l'évaluation du module, vous aurez 2 contrôles écrits qui vont représenter 50% de la note. Vous aurez un contrôle de TP qui représentera 40%, puis 10% va être réservé au rapport de la sortie. Alors, le contenu pédagogique du module. Alors, ce cours de tectonique constitue une introduction à la tectonique et à la géologie structurale. Alors, dans ce cours-là, bien dans ces enseignements de ce module, on va voir la partie cours qui porte grosso modo sur 5 chapitres, c'est-à-dire environ 5 chapitres. Un premier chapitre dans lequel on va parler donc d'une introduction générale sur la tectonique et sur la géologie structurale. Un deuxième chapitre qui portera sur les notions de mécanique des roches, ce qu'on appelle la rhéologie. Troisième chapitre concerne la tectonique cassante, domaine de la déformation discontinue. Le chapitre 4 portera sur la tectonique ductile, domaine de la déformation continue. Puis le dernier chapitre qui portera sur la notion de niveau structural, bien notion de niveau structural. À cette partie-là, vous aurez probablement environ 4 séances avec mon collègue Hassan Ibouh, qui va vous donner un cours sur la tectonique des plaques, c'est-à-dire la tectonique globale. Peut-être, hein, vous aurez donc à la fin donc, du semestre, vous aurez à peu près 4 séances qui porteront sur la tectonique des plaques. Voilà donc en ce qui concerne le cours. En ce qui concerne les TP maintenant, alors les TP vont porter sur ce qu'on appelle la cartographie géologique, c'est-à-dire effectuer des coupes géologiques à partir des cartes géologiques. Alors, vous aurez environ 5 séances de TP. La première séance de TP portera sur les structures simples, telles que les structures tabulaires, les structures verticales, les structures monoclinales, etc., etc. Deuxième séance de TP portera sur les structures plissées, c'est-à-dire tout ce qui est tectonique ductile, les plis et les plissements. Troisième séance de TP va être consacrée aux structures discordantes. Puis, la quatrième séance portera sur les structures faillées, c'est-à-dire tout ce qui est tectonique cassante, les failles, ou bien la tectonique discontinue, si vous voulez, ou bien les structures discontinues. La cinquième séance concerne les structures chevauchantes et charriages. Et bien sûr, vous aurez à la fin donc des séances de TP, vous aurez un contrôle ou bien un examen TP. Le module, c'est-à-dire les enseignements du module,
vont être clôturés par les travaux, ou bien le travail de la sortie de terrain. Voilà donc, d'une façon globale, si vous voulez, les différentes parties qui vont être enseignées dans ce module de tectonique, BCG S4. Sur la sortie, c'est une sortie d'une journée dans la région ici de Marrakech, plus précisément la région de Tahna. Alors, les objectifs de ces enseignements de tectonique, ou bien de géologie structurale en général. Alors, à l'issue donc de ces enseignements-là, les enseignements donc, de la tectonique, les étudiants seront capables de reconnaître et décrire les principales structures de déformation aux différentes échelles. Et quand on termine le module, chaque étudiant, normalement, peut être capable de reconnaître et décrire les structures de déformation, c'est-à-dire les structures géologiques, et à différentes échelles. Petite échelle, grande échelle. Les étudiants également seront capables d'expliquer leur origine, c'est-à-dire l'origine des structures géologiques et la façon dont ils se forment. Vous pouvez également comprendre comment faire pour replacer dans un contexte local ou régional ces structures géologiques et comprendre leurs relations qui existent entre différentes structures géologiques. Et l'étudiant également peut avoir quelques notions sur les différentes associations structurelles qui se forment dans différents contextes tectoniques. C'est-à-dire, de façon globale, à l'issue donc de cet enseignement de tectonique, l'étudiant donc sera capable de reconnaître, de décrire et de replacer dans un contexte local ou régional et de connaître les relations qui existent entre les structures géologiques dans une région donnée. Voilà donc l'idée générale, si vous voulez, des enseignements de tectonique. L'idée générale ou bien les objectifs, si vous voulez, de façon très résumée. Alors bien sûr, pour compléter ce cours de tectonique, l'étudiant pourra également consulter des ouvrages qui portent sur la tectonique. Heureusement, donc, on a plusieurs ressources actuellement qui peuvent nous aider, si vous voulez, à compléter nos cours. On peut avoir donc des livres ou bien des ouvrages sur papier, comme on peut consulter également des documents, des articles, des notes sur l'Internet. Donc, actuellement, les ressources, si vous voulez, pédagogiques sur n'importe quel module sont faciles à acquérir, surtout au niveau de l'Internet. Mais il y a également, donc, comme j'ai dit, des ressources sur papier, tels que des livres, tels que des notes, des articles, etc. Alors ici, vous avez quelques livres de référence qui traitent ces sujets de tectonique. Alors vous avez donc, par exemple, le premier ici, écrit par Mercier et Vergely, porte le titre, si vous voulez, de tectonique. Il s'agit là d'un ouvrage complet et essentiellement orienté sur la mécanique des roches, sur la rhéologie, ce qu'on avait appelé la rhéologie, c'est-à-dire la mécanique des roches. Vous avez également ici
un ouvrage qui porte sur les principes de la tectonique, écrit par Nicolas. Vous avez également Précis de géologie, 3, tectonique, tectonophysique, etc. Au point. Vous avez les structures tectoniques, etc., etc. Donc, vous pouvez chercher, vous allez trouver donc pas mal de références, bien de livres de référence qui peuvent vous servir et vous aider pour compléter le cours de tectonique. La majorité, en principe, la majorité des ouvrages sont en anglais. Donc, il faut avoir quand même des notions d'anglais, parce que c'est la langue qu'on utilise actuellement dans la majorité, si vous voulez, des publications scientifiques. Voilà donc cette petite introduction. Maintenant, on va entamer, si vous voulez, le chapitre 1, qui est donc l'introduction générale, si vous voulez, à la tectonique. Alors, dans un premier instant, on va donc définir et voir un petit peu les objectifs de la tectonique. Qu'est-ce que ça veut dire, la tectonique? Alors, la tectonique, ou bien le mot tectonique, vient du grec tecton. Tecton, c'est-à-dire qui signifie bâtisseur ou bien charpentier. C'est-à-dire bâtisseur charpentier, c'est-à-dire les gens qui déforment pour donner de nouvelles formes, de nouvelles structures. Bâtisseur et charpentier, par exemple. Alors là, il s'agit donc d'une discipline, la tectonique, c'est une discipline donc des sciences de la Terre qui s'intéresse à l'étude des structures géologiques à différentes échelles, par exemple à l'échelle des chaînes de montagnes et à l'échelle des bassins sédimentaires. C'est une étude également qui s'intéresse aux mécanismes qui sont responsables de la formation de ces structures géologiques. Alors, d'une façon générale, la tectonique, c'est une discipline donc des sciences de la Terre qui s'intéresse à l'étude des structures géologiques et à leur mécanisme de formation. Voilà, donc ici vous avez deux choses. Vous avez les structures géologiques et vous avez les mécanismes de formation de ces structures. Ensuite, si on groupe donc ces deux choses-là, on peut avoir donc le terme tectonique. C'est-à-dire le terme tectonique, dans le terme tectonique, on trouve les structures géologiques et on trouve les mécanismes de formation de ces structures géologiques. La tectonique également peut s'intéresser à l'histoire des mouvements qui ont modelé une région. L'histoire des mouvements, c'est-à-dire des déformations qui ont affecté une région donnée. C'est ce qu'on appelle, si vous voulez, l'histoire des mouvements qui ont modelé une région, c'est-à-dire l'histoire, si vous voulez, de la déformation qui a affecté une région donnée. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on appelle la tectonique, ou bien les objectifs, ou bien la définition, si vous voulez, du terme tectonique. Il y a aussi ce qu'on appelle la géologie structurale. Deux choses à ne pas confondre. Vous avez la tectonique et vous avez la géologie structurale. La géologie structurale, c'est tout simplement l'étude, également c'est une discipline des sciences de la Terre, qui s'intéresse à l'étude des déformations subies par les roches. Ces déformations, bien sûr, engendrent des transformations géométriques que l'on nomme structures. Alors la différence, c'est que ici, la géologie structurale s'intéresse aux déformations subies par la roche, c'est-à-dire à petite échelle.
Ici, la tectonique, il peut être à grande échelle. C'est pourquoi on parle parfois donc de tectonique globale. Tectonique globale ou bien la tectonique des plaques. D'accord? Alors, en quelque sorte, dans cette partie de module, on va s'intéresser surtout à la géologie structurale, et non pas à la tectonique proprement dite. Et on va s'intéresser aux déformations ayant affecté les roches et on va s'intéresser bien sûr aux structures géologiques engendrées par ces déformations. Structures géologiques formées par ces déformations ou bien formées suite aux déformations donc, des roches. Voilà donc ce qu'on appelle la tectonique et ce qu'on appelle la géologie structurale. Alors, l'étude des structures tectoniques, quand on parle donc de structures tectoniques, il s'agit ici de structures formées postérieurement à la roche. C'est-à-dire, les structures tectoniques ne sont pas, ou bien ne correspondent pas aux structures primaires originelles aux roches. C'est-à-dire à ne pas confondre les structures primaires originelles aux roches et les structures tectoniques formées suite à la déformation de la roche. Alors, les structures tectoniques, comme j'ai dit, ce sont des structures formées lors de la déformation postérieure de la roche. C'est-à-dire, la roche se forme, une roche généralement, donc par exemple, on parle toujours donc de roche sédimentaire pour cette partie de module. C'est-à-dire, on prend des exemples de roches sédimentaires. C'est-à-dire, des roches sédimentaires, c'est des roches stratifiées, se présentent sous forme de strates, de couches, de bancs. Alors, généralement, les structures qu'on trouve dans les roches sédimentaires, ou bien les terrains sédimentaires, ce sont des structures originales à la roche, ou bien des structures primaires, telles que par exemple le litage horizontal, le litage oblique, les rives par exemple de courant, etc., etc. Tout ce que les roches sédimentaires peuvent renfermer au moment de leur formation comme structure. Hein. D'accord? Alors, ces structures-là, ces structures originelles, si vous voulez bien, primaires des roches, il ne faut pas les confondre avec les structures tectoniques. Parce que, je vous dis ça parce que les structures tectoniques également peuvent se présenter à la même échelle, c'est-à-dire parfois centimétriques, parfois décimétriques, à la même échelle que les structures primaires, les structures sédimentaires, ce qu'on appelle les structures sédimentaires ou bien les figures sédimentaires. Alors, l'étude de ces structures tectoniques-là nécessite leur description. Alors, dans ces descriptions-là, qu'est-ce qu'on décrit? On décrit la nature des structures. La nature, c'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de plis, est-ce qu'il s'agit de failles, de foliation, de schistosité, etc. Donc, il faut décrire la nature de la structure. Il faut décrire également sa géométrie, la géométrie de la structure. Pour décrire la géométrie, automatiquement, il faut faire appel à l'orientation et à la répartition, si vous voulez, de la structure. Comment se répartit la structure dans l'espace? Comment est orientée la structure dans l'espace? C'est ce qu'on appelle la géométrie. C'est très important, la géométrie de la structure dans l'espace. Il faut également décrire la chronologie, au moins relative, des structures. La chronologie relative des structures, c'est-à-dire donner un âge à la structure. Il est de quel âge? Et on essaie donc de dater
la structure géologique ou bien la structure tectonique, au moins d'une façon relative. Parce qu'on ne peut pas donner une datation exacte, précise, mais en général, pour les structures tectoniques, on donne des datations relatives. On dit par exemple, si je prends une structure plissée, je dis par exemple que la structure plissée ou bien ce plissement a un âge anté-jurassique, post-crétacé, etc., etc. Donc, on ne peut pas donner un âge précis. On donne généralement un âge relatif. Donc, voilà donc la première chose qu'il faut faire, si vous voulez, si on veut faire l'étude d'une structure tectonique. Il faut donc la décrire, c'est-à-dire décrire sa nature, décrire sa géométrie, décrire ou bien donner sa chronologie, si vous voulez, la chronologie relative de la structure. Deuxième chose, il faut connaître sa cinématique, la cinématique de la structure. La cinématique, en quelque sorte, c'est l'évolution, si vous voulez, dans le temps, ce qu'on appelle la cinématique de la structure, l'évolution dans le temps. C'est-à-dire ici, il faut donner les mouvements qui ont créé ces structures et leur évolution dans le temps. Voilà ce qu'on désigne par la cinématique d'une structure tectonique. C'est-à-dire décrire, donner les mouvements qui ont créé la structure et leur évolution dans le temps. Deuxième chose qu'il faut connaître également, c'est le mécanisme de déformation, ou bien les mécanismes de la déformation. C'est-à-dire les forces qui sont responsables de ces mouvements. Les forces, les contraintes, ça on va le voir par la suite. Comment les roches se déforment-elles? Le mécanisme de la déformation, c'est-à-dire donner la façon dont les roches ont été déformées. Également, on va les détailler, ces mécanismes-là, on va les détailler par la suite. Hein. Voilà donc, d'une manière générale, à quoi on s'intéresse pour faire l'étude des structures tectoniques. Il faut les décrire, il faut connaître leur cinématique et il faut connaître les mécanismes de déformation. Si on arrive donc à faire ces choses-là, donc on peut comprendre, si vous voulez, notre structure tectonique. On peut comprendre son origine, d'où il vient, on peut comprendre comment il a été évolué, si vous voulez, au cours du temps, et on peut connaître son état actuel. Alors, pour résumer, la géologie structurale a pour objectif l'étude des structures acquises par les roches à la suite d'une déformation postérieure, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, postérieure à leur formation ou à leur jeunesse, sous l'effet d'une contrainte. Alors, comme vous voyez ici, on a mis déformation et contrainte en rouge. Donc, deux termes ici, deux choses importantes. On va les définir par la suite. Deux choses qu'il faut savoir pour comprendre, si vous voulez, la suite. Donc, du coup, il faut absolument connaître de quoi il s'agit ici. Déformation et contrainte. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, donc la géologie structurale, c'est l'étude, ou bien s'intéresse à l'étude des structures tectoniques acquises par les roches à la suite d'une déformation. La déformation, cette déformation-là, elle est toujours postérieure à la formation de la roche ou bien à la jeunesse de la roche, sous l'effet d'une contrainte, bien sûr. Parce que pour avoir une déformation, il faut avoir une contrainte. Ça, c'est normal. Voilà donc, si vous voulez, ici, j'ai essayé donc de résumer un petit peu de quoi il s'agit. C'est-à-dire, l'objectif, si vous voulez, de la géologie structurale. Alors, la déformation.
La déformation, tout simplement, correspond au changement ou bien aux modifications de forme, d'orientation ou de position d'un corps par rapport à son état initial. Donc ici, vous avez un état initial et un état final. Vous avez un objet ou bien un matériau qui présente une forme, une orientation, une position propre à l'état initial, mais quand il subit la déformation, cet objet ou bien ce matériau change de forme, change d'orientation, change de position par rapport à l'état initial. Alors on parle d'une déformation quand on a ces changements-là, quand le matériau, bien quand la roche est affectée par ces changements de forme, d'orientation et de position. En ce moment-là, on parle d'une déformation. S'il n'y a pas de changement par rapport à l'état initial, on ne peut pas parler donc d'une déformation. Donc il faut qu'il y ait ces changements de forme, d'orientation ou bien de position. Forme, changement de forme, orientation, changement d'orientation, changement d'orientation, donc des parties du matériau, bien de la roche. Position, c'est-à-dire changement de leur position, c'est-à-dire peut-être il va y avoir un déplacement. On change de position, on se déplace. C'est-à-dire le matériau change de position, c'est-à-dire il s'est déplacé d'un lieu ou bien d'une localité à une autre. Donc il a changé de position, donc il y a une déformation. Voilà donc comment il faut imaginer la déformation d'un point de vue tectonique. Donc la déformation engendre généralement la contrainte. Alors la déformation est engendrée par une contrainte ou bien par des contraintes. C'est-à-dire, la déformation est le produit de la contrainte. Alors, la contrainte, c'est quoi la contrainte? La contrainte, tout simplement, c'est une force. Il s'agit là d'une force appliquée sur une surface. Quand on applique une force sur une surface, automatiquement, il va y avoir déformation. Et il peut être l'équivalent de ce qu'on appelle la pression. La contrainte, c'est une pression. Mais en général, c'est la force. Force, pression, contrainte, c'est presque la même chose. Alors, la contrainte, comme j'ai dit, c'est une force appliquée sur une surface donnée. Force appliquée sur un matériau, automatiquement, il va y avoir une déformation. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la déformation est le produit ou bien le résultat de l'effet d'une contrainte ou bien d'une pression. Alors, bien sûr, sous l'effet de ces forces extérieures, bien de ces pressions extérieures, un objet géologique peut se déformer et subir des déplacements, translations, rotations ou bien distorsions. C'est presque donc ce qu'on a expliqué ici au niveau de la déformation. C'est-à-dire changement de forme, changement d'orientation, changement de position. Donc, pour avoir ces trois choses-là qui caractérisent, si vous voulez, la déformation, on peut avoir des déplacements, des translations, des rotations et des distorsions. Alors, ces caractéristiques de déformation dépendent donc des forces extérieures auxquelles il est soumis l'objet, ou bien le matériau géologique. Donc, quand un objet ou bien un matériau géologique subit une déformation, donc il peut se déplacer, il peut subir une translation, des rotations ou bien une distorsion.
une distorsion, c'est-à-dire une déformation entière, une déformation en entier, si vous voulez, dans une déformation globale. Voilà donc en ce qui concerne ce terme de déformation contrainte. Alors en général, l'étude des déformations tectoniques, ou bien les déformations géologiques, c'est généralement un aller-retour entre les données de terrain et les modèles. C'est-à-dire, quand on étudie les déformations géologiques ou bien les structures tectoniques, l'objectif principal ou bien l'objectif final auquel on veut arriver, c'est généralement former des modèles, élaborer des modèles, le modèle de la déformation. Depuis sa naissance, c'est-à-dire depuis la naissance de la déformation ou bien de la structure, son évolution au cours du temps jusqu'à son état actuel, c'est-à-dire l'état final. Alors, on essaie donc d'établir des modèles, mais ces modèles-là, il faut les établir sur la base donc, de données plus ou moins correctes, c'est-à-dire les données de terrain en général. Il faut faire du terrain, il faut faire l'étude, comme j'ai déjà expliqué, l'étude donc des structures tectoniques. Hein. Il faut les décrire, c'est-à-dire décrire tous les aspects donc, de structure tectonique, et il faut également donner leur évolution cinématique et faire sortir également les mécanismes qui sont à l'origine donc, de ces déformations. Donc, le résultat final, c'est d'établir un modèle de la déformation. Et comme j'ai dit, donc, il s'agit là de faire des allers-retours entre les données de terrain et le modèle. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut comprendre et expliquer. Pour arriver donc à des modèles, il faut comprendre et expliquer ces choses-là. Alors, comme vous voyez ici, la géologie structurale, c'est-à-dire les études de géologie structurale, se basent sur des observations de terrain, des déformations à différentes échelles. Alors, ces observations de terrain-là peuvent donner des modèles analogiques et numériques. Peut également donner des informations sur la rhéologie et la mesure, si vous voulez, et les mesures au laboratoire. C'est-à-dire, vous avez ici les observations de terrain, des déformations à différentes échelles, qui peuvent donner donc des modèles analogiques et numériques. À ces observations de terrain-là, on peut effectuer des mesures au laboratoire de la mécanique des roches, ou bien de ce qu'on avait appelé la rhéologie des roches. La rhéologie des roches, c'est-à-dire le comportement mécanique des matériaux géologiques. Alors, ces deux choses-là peuvent aboutir à la fin à connaître les mécanismes et les conditions de la formation, bien la déformation tectonique. Alors, quand on connaît les mécanismes et les conditions de la déformation tectonique, ici, il faut mettre déformation, hein, ou bien de formation de structure tectonique, si vous voulez, structure tectonique ou bien de la déformation tectonique. Donc ça, c'est le résultat final. Alors, bien sûr, pour aboutir à ce résultat-là, il faut analyser et il faut modéliser. Analyser, modéliser toutes les observations de terrain. Et toutes les observations de terrain pour élaborer, si vous voulez, le modèle analogique et numérique et toutes les données de la rhéologie, bien sûr,
c'est-à-dire les mesures au laboratoire, donc le comportement mécanique des roches. Voilà schématiquement un peu, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut déterminer pour arriver, si vous voulez, à établir des modèles, si vous voulez, des mécanismes et des conditions de la déformation tectonique. Alors, sur le terrain, vous avez grosso modo deux principaux modes de déformation. C'est-à-dire, d'une manière générale, sur le terrain, on a deux principaux modes de déformation. Vous avez la déformation ductile et la déformation cassante. Deux modes principaux de déformation qui sont généralement visibles sur le terrain, ductile et cassant. Ce que vous avez ici, donc vous avez deux types de déformation visible en géologie structurale. Vous avez le mode cassant, ce qu'on appelle la déformation discontinue, elle est irréversible. Et vous avez le mode ductile, ou bien la déformation continue irréversible. Voilà, donc vous avez deux principaux modes, cassant et ductile. Alors, pour le mode de déformation ductile, comme son nom l'indique ici, il s'agit d'une déformation continue. C'est-à-dire, c'est une déformation qui déforme la roche sans la casser, sans avoir des discontinuités dans la roche. Alors, dans cette déformation-là, on peut avoir une forte déformation, on peut avoir des fortes déformations qui sont possibles avec le temps, bien sûr, c'est ce qu'on appelle le fluage. Et on peut avoir des déformations facilitées par les fluides. Les fluides, par exemple, c'est-à-dire l'augmentation de la température et de la pression, peut donner des fluides qui vont faciliter la déformation ductile. Pour la déformation cassante, ou bien la déformation discontinue, il peut être discontinu, il peut avoir des discontinuités dans l'objet, c'est-à-dire une roche avec des discontinuités, des cassures, des fissures, etc. Il peut y avoir également des possibilités de glissement des éléments le long de la surface de discontinuité. C'est-à-dire ici, quand on parle donc d'une déformation cassante, il faut s'attendre à trouver des objets ou bien des roches avec des discontinuités, c'est-à-dire des cassures, des fissures, des diaclases, etc. Et il faut s'attendre également à trouver des déplacements, des déplacements, si vous voulez, le long de la surface de la discontinuité. Des déplacements le long de la surface de discontinuité, c'est-à-dire déplacements, par exemple, des blocs, bien des compartiments, etc. Voilà donc les caractéristiques, si vous voulez, de ces deux modes de déformation. Déformation cassante, déformation ductile. Les échelles d'observation des structures. Alors, bien sûr, en géologie, il faut faire attention à l'échelle d'observation. Ce n'est pas seulement en géologie structurale ou bien en tectonique, mais dans n'importe quelle discipline des sciences de la Terre. L'échelle d'observation est très, très importante. Parce qu'on peut avoir différentes échelles d'observation des éléments, des données, etc. L'échelle d'observation peut, si vous voulez, peut être très petite, micromètres, nanomètres, etc., très, très, très petite. Et ça nécessite donc en ce moment, cette échelle-là nécessite donc
des observations microscopiques, bien nanoscopiques, il peut être millimétrique, peut-être centimétrique, peut-être métrique, etc., jusqu'à plusieurs kilomètres, c'est-à-dire kilométrique, des dizaines de kilomètres par exemple. Alors ici, il faut s'attendre à trouver ces différentes échelles d'observation des structures géologiques, ou bien la déformation, si vous voulez, la déformation tectonique. Si la déformation et les différentes structures s'observent à différentes échelles, savoir, il faut donc bien sûr reconnaître et interpréter ces déformations à différentes échelles. Par exemple, à l'échelle de la lithosphère. L'échelle de la lithosphère, ici, c'est très grand. La lithosphère, comme vous la connaissez peut-être, la lithosphère, c'est l'ensemble de la croûte et le manteau supérieur, ce qu'on appelle la lithosphère. C'est à l'échelle, si vous voulez, du globe. Alors, à cette échelle-là, on peut avoir des grandes failles. Et on peut avoir également ici les grandes failles. Comme vous voyez, c'est les failles caractérisent, si vous voulez, la tectonique cassante. Comme on peut avoir des bombements ou bien ce qu'on appelle la flexuration. Bombements ou flexuration au niveau de la lithosphère, c'est, si vous voulez, peut être qualifié de déformation continue ou bien ductile. Donc ici, c'est à l'échelle de la lithosphère, à l'échelle du globe, si vous voulez, on peut avoir donc ces structures tectoniques, ces exemples de structures tectoniques, que les grandes failles, que le bombement et la flexuration. Ici, on peut parler donc de la tectonique des plaques, si vous voulez, également. Alors, à une autre échelle ici, l'échelle d'une région, par exemple. L'échelle d'une région, c'est-à-dire l'échelle d'une région, on peut utiliser les cartes géologiques, par exemple. À cette échelle-là, on peut avoir des chevauchements, des fossés d'effondrement, des charriages ou bien des nappes. Ici, donc, comme je dis toujours, c'est tectonique cassante, chevauchement, fossé d'effondrement et les nappes de charriage. Ici, on peut dire qu'il s'agit donc ici donc, de tectonique ductile ou bien des formations continues. Voilà donc à l'échelle d'une région ou bien d'une carte géologique, par exemple, ce qu'on peut observer comme structure. L'échelle, si vous voulez, des structures géologiques. À l'échelle, cette fois-ci, d'affleurement. L'échelle d'affleurement, c'est-à-dire on peut voir les structures géologiques, bien les structures tectoniques, sur des photos aériennes et sur des cartes aussi. Ou bien sur l'affleurement. L'affleurement, c'est-à-dire dans une région donnée, on peut aller sur le terrain et examiner l'affleurement. Alors, dans l'affleurement, par exemple, on peut voir des failles, comme on peut voir des plis, par exemple. Les failles que ce qu'on appelle les mylonites et les miroirs de failles, par exemple. On peut les voir sur l'affleurement. Alors, les mylonites, tout simplement, ce sont les brèches de failles. Quand on a une faille, une cassure, sur les bords de la faille, ou bien même à l'intérieur donc, de la cassure, on peut avoir une brèche, c'est-à-dire une roche, comme une roche sédimentaire, ça ressemble à une roche sédimentaire, mais ce n'est pas une roche sédimentaire de type brèche, c'est-à-dire conglomérat de type brèche, mais ici, c'est une brèche, si vous voulez, tectonique, ce qu'on appelle mylonite, c'est-à-dire ça n'a rien à voir avec la sédimentation. C'est une roche formée suite au frottement et suite au broyage des roches préexistantes au niveau du plomb de la faille ou bien au niveau du miroir de la faille. Et on obtient donc des mylonites. Ces mylonites-là indiquent la présence d'une faille dans une région donnée, bien sûr un affleurement donné. Ou bien parfois même on peut voir les miroirs de faille, ce qu'on appelle le miroir de faille ou bien le plomb de la faille. Donc ici c'est la tectonique cassante.
Et parfois même, on peut voir des plis, des plissements, c'est-à-dire des couches ou bien des terrains plissés. Et c'est donc de la tectonique ductive. Donc ça, c'est à l'échelle de l'affleurement. Donc ici, l'échelle, c'est peut-être métrique, décimétrique, jusqu'à même décamétrique, si vous voulez, décamétrique, par exemple. Ici, l'échelle, comme j'ai dit, l'échelle d'une région, elle peut être kilométrique. Ici, plusieurs centaines de kilomètres. Alors, après l'affleurement, on peut avoir la roche, l'échelle de la roche, l'échelle de l'objet. Alors ici, l'échelle, elle est encore plus petite par rapport à ce qu'on a vu ici. Donc ici, l'échelle, on peut dire qu'il s'agit d'une échelle macroscopique, si vous voulez, c'est-à-dire l'échelle centimétrique. Centimétrique en général, centimétrique, métrique. Et c'est centimétrique en général. À cette échelle de la roche ou bien de l'objet, on peut observer les fractures, on peut observer les fonds de tension, les joints stylolytiques, par exemple, la schistosité, l'alignation, etc. Donc voilà un ensemble donc, de structures tectoniques qu'on peut observer à l'échelle de la roche, ou bien à l'échelle, comme je dis, centimétrique en général. Centimétrique, décimétrique, par exemple. Symétrique. C'est l'échelle de la roche. Si vous avez les structures de la tectonique cassante, ici, les structures de la tectonique ductive, la schistosité, l'alignation. On peut même aller jusqu'à l'échelle donc des minéraux, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire l'échelle microscopique ou bien parfois même nanoscopique. L'échelle microscopique, c'est-à-dire l'échelle des minéraux, c'est-à-dire l'échelle de la lame mince. La lame mince, c'est-à-dire on taille de la mince dans les roches et on essaie donc d'observer au microscope les différentes structures que renferme la roche. On peut observer des fractures de minéraux. On peut observer également la schistosité, des microplissements, etc. Tout ce qui est petit, c'est-à-dire des microstructures. Ici, on peut parler donc de microstructures. Les microstructures, ici, les macrostructures. Macrostructures. Et ici, peut-être les mégastructures, ici. Mégastructures. À l'échelle d'une région, à l'échelle de la lithosphère, c'est des mégastructures. Elles sont très grandes. Se présentent sous une échelle très, très, très grande. Voilà, grosso modo, donc, si vous voulez, des échelles d'observation des différentes structures. Donc, on peut aller de l'échelle microscopique jusqu'à l'échelle de la lithosphère. Quand on est là, on peut parler donc de structures liées, si vous voulez, des structures de la tectonique globale, si vous voulez. Mais toutes ces structures-là, toutes ces échelles-là, elles sont liées à la lithosphère, si vous voulez, ou bien à la tectonique globale. C'est-à-dire, c'est la tectonique globale qui provoque la formation de toutes ces structures-là à différentes échelles. À différentes échelles. D'accord? Voilà donc ce qui concerne donc les échelles d'observation des structures. Voilà donc, comme je viens de l'expliquer, le domaine de la tectonique des plaques, on peut parler donc des mégastructures, ou bien de la mégatectonique, si vous voulez, qui engendre des mégastructures. Mégastructure ou bien la mégatectonique. Alors, ces mégastructures ou bien mégatectoniques, ils peuvent être observés sur des photos satellites, par exemple. On peut observer ces mégastructures sur des photos satellites, comme vous voyez ici, par exemple. On peut voir les continents, les océans, les rides médio-océaniques, etc. Il s'agit là de mégastructures, comme j'ai dit, liées, si vous voulez, à la tectonique des plaques, au mouvement donc des plaques. C'est à grande échelle. On peut également voir des structures dans le domaine de la tectonique régionale, c'est-à-dire au niveau donc, de l'affleurement ou bien
du massif. On parle donc de mésotectonique. La mésotectonique, c'est-à-dire tectonique moyenne, si vous voulez. Tectonique moyenne. Alors, ces structures, ou bien mésostructures, peuvent être observées sur le photo aérien ou bien sur les cartes géologiques. Ou bien, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'échelle de l'affleurement, c'est-à-dire sur le terrain, au niveau de l'affleurement, ou bien au niveau d'un massif d'affleurement. Photo aérienne, carte géologique et affleurement sur le terrain, directement sur le terrain. Bien sûr, toutes ces structures-là, toutes les structures, même les mégastructures liées à la tectonique des plaques, peuvent être observées sur le terrain, bien sûr. Toutes ces structures peuvent laisser des traces sur le terrain qu'on peut examiner sur le terrain. Ça dépend donc de l'échelle de la structure, mais elle laisse des traces au niveau donc, du terrain. On peut l'examiner sur le terrain, sur l'affleurement. Alors, pour ces mésostructures, comme j'ai dit, donc, peuvent être examinées sur l'affleurement, sur le terrain, au niveau du photo aérien et au niveau des cartes géologiques. Carte géologique, par exemple, ici. Vous avez ici une carte géologique, comme vous voyez ici. La carte, ici, vous avez la légende de la carte. Également ici, vous avez la légende des symboles. Symboles utilisés sur la carte. Alors, ces cartes géologiques-là, c'est ce que vous allez voir, ou bien c'est ce que vous allez étudier au cours des séances de TP. C'est-à-dire, au cours des séances de TP, vous allez travailler sur les cartes géologiques. Ce qu'on appelle une carte géologique, c'est ce que vous avez devant vous. C'est une carte topographique. Ici, on ne voit pas la carte topographique, mais en principe, cette carte géologique, elle est faite sur un fond topographique. Donc, il s'agit donc d'un fond topographique sur lequel on porte les terrains géologiques qui forment une région donnée. Alors ici, c'est une carte dans la région, c'est une carte du Maroc. Hein. Dans la région, ici, vous avez, donc, ici en principe, vous avez le Haut Atlas, ici vous avez le Toubkal, Jbel Toubkal. Ici, vous avez donc la région de Ouarzazate. Ici, Askaoun, Aouloz, etc., etc. Donc, c'est une carte d'une partie du Haut Atlas, plus précisément le Jbel Toubkal, et le sud, si vous voulez, la bordure sud du Haut Atlas, dans la région de Taléwin, Serwa, Ouarzazate, etc. Alors ça, c'est pas important. Ce qui est très important, c'est de comprendre de quoi il s'agit. Une carte géologique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle comprend? Qu'est-ce qu'on peut faire sortir de la carte géologique? Alors, à partir de cette carte géologique-là, comme j'ai dit, on peut connaître donc les mésostructures tectoniques. Et on peut comprendre, on peut faire sortir, on peut voir les failles, les chevauchements, les plissements, etc., etc., etc. C'est ce que vous avez ici. C'est un ensemble donc de couleurs. Vous voyez ici, ces couleurs-là correspondent à des terrains. Des terrains que vous voyez ici au niveau de la légende. Alors, les détails, vous allez voir au cours des séances de TP. Et ce qu'il faut savoir dès maintenant, c'est qu'une carte géologique, c'est tout simplement une carte topographique sur laquelle on porte les limites de terrain. On porte les limites de terrain, ou bien on représente les terrains qui affleurent à la surface de la Terre. Tout ce qui affleure à la surface de la Terre, on le délimite sur un fond topographique pour former une carte géologique. C'est pourquoi on l'appelle d'ailleurs une carte géologique. La géologie, c'est-à-dire les terrains. Les terrains.
Alors, bien sûr, pour cette année, bien pour ce semestre S4, vous n'allez pas travailler sur des cartes avec des terrains anciens, avec des terrains, si vous voulez, des terrains magmatiques et volcaniques, ou bien métamorphiques. Vous allez travailler essentiellement, bien principalement, sur des cartes qui présentent ou bien qui montrent des terrains sédimentaires. Comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise donc ces cartes de terrain sédimentaires pour faciliter la tâche de la construction des coupes géologiques. Parce que, comme vous le savez, donc les terrains sédimentaires, ce sont des terrains, comme j'ai dit tout à l'heure, et comme on a vu également en S2, je pense, c'est des terrains stratifiés qui présentent des limites de couches, des limites de strates. C'est-à-dire c'est des terrains stratifiés qui se présentent sous forme de strates, de bancs, de couches, etc., avec une limite inférieure et une limite supérieure, c'est-à-dire les limites de stratification. C'est-à-dire leur géométrie est facile à dessiner dans l'espace. C'est des plans, c'est-à-dire les limites des couches sont des plans. Donc facile à manipuler, facile à dessiner dans l'espace. C'est-à-dire on ne va pas s'intéresser au terrain magmatique ou bien terrain volcanique qui se présente généralement sous forme de massifs en général. Les massifs granitiques, par exemple. Massifs, pas de stratification. Alors, quand le terrain se présente sous forme de massif, il est très difficile, donc, si vous voulez, de dessiner sa géométrie dans une coupe géologique. C'est-à-dire dessiner sa géométrie, c'est-à-dire sa position, c'est-à-dire son orientation correcte dans une coupe géologique. Alors que les terrains sédimentaires, puisqu'il s'agit donc des limites de stratification plane, se présentent sous forme des plans. Alors les plans, un plan est facile donc à dessiner, à représenter géométriquement dans l'espace. Et vous allez voir comment, on va également, je vais vous expliquer un petit peu ça dans le cours, c'est-à-dire comment on représente ces plans, bien ces limites de terrain sur une coupe géologique. Alors voilà donc ce qu'on peut, si vous voulez, observer à l'échelle d'une carte, à l'échelle d'une photo aérienne, à l'échelle de la flore, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler donc les mésostructures. À l'échelle de l'échantillon, bien de la lame mince, c'est ce qu'on peut appeler donc des microstructures, ou bien la microtectonique. Microstructure ou bien la microtectonique. Même si à l'échelle de l'échantillon, on peut parler donc de ce qu'on appelle macrotectonique, ou bien, c'est-à-dire les macrostructures, ou bien description des structures, description macroscopique des structures, si vous voulez. Alors, à l'échelle, ici, c'est plus particulièrement à l'échelle de la lame mince, hein, parce qu'ici, on peut utiliser donc soit la loupe, soit un microscope. Et à l'échelle de l'échantillon, on peut utiliser seulement l'observation macroscopique, c'est-à-dire l'observation macroscopique à l'œil nu. Mais pour observer les microstructures, il faut tailler des lames minces dans la roche, c'est-à-dire dans l'échantillon, et faire soit des observations à la loupe, soit des observations encore plus petites, c'est-à-dire très détaillées au microscope. Généralement, c'est le microscope polarisant qu'on utilise dans la biologie. Voilà, ici, vous avez donc ici une lame mince, par exemple ici une lame mince, vue au microscope, qui montre donc une structure. Ici, c'est quelque chose c'est des microplis, mais en principe, c'est la schistosité. C'est-à-dire la schistosité, des plans de schistosité soulignés ici par des cristaux. Vous voyez ici, c'est des cristaux qui montrent donc, si vous voulez, une déformation de type schistosité, si vous voulez. C'est des microstructures.
Il s'agit là donc l'échelle du cristal et du réseau cristallin, c'est la pétrofabrique. C'est-à-dire ici, pardon, ici, on peut également aller jusqu'à l'échelle, si vous voulez, c'est l'échelle nanoscopique. L'échelle nanoscopique ici. Si c'est l'échelle microscopique, observation microscope, mais on peut également utiliser l'échelle nanoscopique, c'est-à-dire faire des observations au microscope, si vous voulez, à balayage, microscope électronique à balayage, pour observer la déformation à l'échelle du cristal ou bien à l'échelle du réseau cristallin. Donc ici, c'est des observations très poussées, très petites, nanométriques, de l'ordre de l'angstrom, c'est-à-dire quand on parle donc de l'échelle angstrom, c'est-à-dire on arrive à l'échelle du réseau cristallin, c'est-à-dire on entre dans le réseau cristallin du minéral ou bien du cristal. Ici, donc, on observe ce qu'on appelle les pétrofabriques. Les pétrofabriques, c'est ce qu'on observe à cette échelle-là, échelle très petite, nanoscopique. Voilà, d'une manière générale, donc les différentes échelles qu'on peut utiliser pour déterminer, ou bien pour décrire, si vous voulez, les structures tectoniques, les microstructures tectoniques. Voilà, c'est ce que je viens donc de dire. Ici, les observations sont faites au microscope électronique à balayage, ou bien en utilisant des rayons X, si vous voulez, c'est-à-dire des factomètres-rayons X, etc. C'est donc des méthodes, si vous voulez, qui peuvent donc me donner des idées sur l'organisation, si vous voulez, du cristal, ou bien du réseau cristallin, si vous voulez, du cristal. Et on détermine, comme j'ai dit, les pétrofabriques. Les pétrofabriques. Voici, ici, vous avez une photo aérienne. Qui montre donc des mésostructures. Ici, vous avez donc des synclinaux, des anticlinaux, etc., des talweg, des crêtes. Un exemple donc d'échelle d'observation, si vous voulez, de mésostructures. Ici, vous avez un affleurement. Ici, c'est l'échelle d'affleurement. Donc, une petite localité sur le terrain dans laquelle on peut voir donc les structures plissées ici, les plissements. C'est des exemples, donc c'est des illustrations qui exemptent donc les différentes échelles d'observation. Si vous voulez, des structures tectoniques. Là également, vous avez des structures tectoniques à l'échelle d'un affleurement. C'est des plissements, c'est des basculements, c'est peut-être même des failles, peut-être, etc. Alors, voilà. Donc, après donc, ces échelles d'observation, maintenant, on va essayer de voir un petit peu les caractéristiques géométriques des éléments tectoniques. Caractéristiques géométriques des éléments tectoniques, c'est-à-dire les caractéristiques géométriques des objets tectoniques ou bien des éléments tectoniques. Donc, éléments tectoniques, on peut voir des éléments planaires, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pris l'exemple des roches sédimentaires qui se présentent sous forme de couches ou bien de bancs de strates. Les limites de couches sont planaires ici, planaires, c'est-à-dire qui se présentent sous forme de plans. Vous avez par exemple des exemples ici. La schistosité, ce sont des plans. La foliation, c'est des plans. Le plan axial, c'est un plan.
Mais si vous voulez, vous pouvez ajouter également les limites de couche. Les limites de couche. Le toit et le mur d'une strate, bien d'une couche, ce sont des plans. C'est ce que vous allez examiner sur les cartes géologiques. C'est-à-dire ces limites de couche-là, c'est ce que vous allez utiliser pour construire les coupes géologiques à partir d'une carte géologique. C'est des plans. Il s'agit donc d'éléments planaires. Alors, qu'est-ce qu'on détermine comme caractéristiques géométriques de ces éléments planaires? Alors, on détermine les directions et les pendages. Quand on arrive à déterminer la direction d'un plan et son pendage, ça y est, c'est fini. On peut donc construire, ou bien on peut le dessiner dans l'espace. On peut dessiner donc ce plan dans l'espace. Quand on connaît sa direction et son pendage. Deux choses, direction et pendage. À côté de ces éléments planaires, vous avez des éléments linéaires. Linéaires, c'est-à-dire des lignes, des droites, ligne droite. Exemple, lignation. Exemple, axe de pli. Axe. Tout ce qui est ligne, tout ce qui est droite. Qu'est-ce qu'on détermine comme caractéristique géométrique de ces éléments-là? On détermine ce qu'on appelle les azimuts et le plongement. Azimut, plongement. Azimut, c'est l'équivalent de direction. Plongement, c'est l'équivalent de pendage. Parfois même, on détermine ce qu'on appelle le pitch. Si vous voulez, vous pouvez l'ajouter ici. Pitch. P-I-T-C-H. Pitch. Ça, on va le voir en détail par la suite. Voilà donc les principales caractéristiques géométriques des éléments linéaires. Je répète encore, linéaire, tout ce qui est ligne, tout ce qui est droite. Ici, planaire, tout ce qui est plan. Un plan, X, Y. Plan, X, Y. Linéaire, c'est une droite ou bien c'est une ligne. Exemple ici, les lignations. Exemple, les axes, différents axes, axe du pli par exemple. Donc, on détermine les azimuts et le plongement. Une fois on connaît donc ces directions, ces pendages, ces azimuts, ces plongements, on peut facilement donc dessiner ces éléments-là dans l'espace. C'est-à-dire, autrement dit, on peut les dessiner sous un profil dans une coupe géologique. Bien sûr, il y a des règles qu'il faut appliquer pour déterminer ça. Ce que vous allez voir également en détail dans les séances de TP. Les éléments tectoniques planaires, direction et pendage. Je vais quand même commencer avec vous ce que vous allez voir dans le TP. Mais comme j'ai dit, ça, vous pouvez le voir, vous allez le voir en détail dans les séances de TP. Alors, direction et pendage des éléments planaires. Direction d'un plan ou d'une couche. Je répète encore, pour nous, on va travailler sur le couche, sur les bancs, sur les strates, c'est-à-dire les terrains sédimentaires. Alors, la direction d'un plan, c'est tout simplement l'angle que fait l'horizontale du plan avec le nord magnétique. C'est-à-dire ce qu'on appelle la direction, c'est cette droite-là, au pli. Vous avez ici la couche, ça c'est la couche, un morceau d'une couche, une partie d'une couche, regardez. Par exemple, ici c'est la limite inférieure de la couche, ici c'est la limite supérieure de la couche. D'accord? Alors, il s'agit là d'une couche inclinée, si vous voulez. Regardez, elle est inclinée. Il n'est pas horizontal. Il est incliné. Alors, la direction de cette couche-là, c'est tout simplement l'angle que fait l'horizontale du plan avec le nord magnétique. Vous avez ici le plan horizontal. Vous avez le plan de la couche, ou bien la surface supérieure de la couche. Alors, pour simplifier la tâche, ici,
la direction de cette couche-là, comme j'ai dit, c'est la droite OO'. OO', il est là, direction de la couche. Alors, c'est quoi cette droite-là? Correspond à quoi? Il correspond tout simplement, c'est-à-dire il s'agit tout simplement de l'intersection du plan horizontal avec le plan de la couche, c'est-à-dire la surface de la couche. Surface, ici je considère la surface supérieure. C'est ce qu'on appelle donc la direction de cette couche. C'est l'intersection, la droite O', qui représente l'intersection entre le plan horizontal et le plan de la couche. C'est ce qu'on appelle la direction de la couche. Il s'agit d'un angle, bien sûr. Il s'agit d'un angle que fait l'horizontale du plan, ici, avec le nord magnétique. On mesure cette direction-là avec une boussole et la valeur de la direction varie entre 0 et 180 degrés. Vous le savez peut-être, la boussole présente des graduations. Alors, on fait des mesures dans la première moitié, si vous voulez, de la boussole, parce que l'autre moitié, c'est presque la même chose, les mêmes valeurs qui se répètent. C'est pourquoi donc on prend 0 et 180 degrés pour déterminer la direction d'une couche. Voilà donc ce qui concerne la direction. Donc, on mesure ça avec une boussole. Cette direction, c'est-à-dire l'angle par rapport au nord. Alors, à côté de la direction, vous avez le pondage. Pondage, c'est tout simplement donc l'angle d'inclinaison de la couche par rapport au plan horizontal. C'est cet angle-là, l'angle alpha. L'angle alpha que fait la surface de la couche avec le plan horizontal. C'est l'angle alpha. Alors, le pondage d'un plan est l'angle entre ce plan et le plan horizontal. Et le mesurer, bien sûr, entre la ligne de plus grande pente et le plan horizontal. C'est-à-dire, il le mesure entre cette ligne-là, la ligne rouge ici, cette droite rouge, ce qu'on appelle la ligne de plus grande pente, et le plan horizontal, alpha. Alors, le pondage alpha est caractérisé par sa valeur et son sens, le sens du pondage. Bien sûr, l'angle en degrés, bien sûr, on le mesure en degrés, avec une boussole également, et sa valeur est comprise entre 0 et 90 degrés. Alpha égale à 0, c'est-à-dire le plan est horizontal, et alpha égale à 90 degrés, le plan est vertical. Et bien sûr, on peut voir les différentes autres valeurs entre 0 et 90 degrés. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut conclure ici? On peut conclure ou bien on peut remarquer que les caractéristiques géométriques d'un plan peuvent être représentées sous forme de la lettre T majuscule. T majuscule, ce qui est en rouge ici. T majuscule. Avec ici la barre horizontale de T et la barre verticale de T. C'est ce que je représente également ici. C'est ce qu'on appelle le symbole du pondage. Le symbole du pondage que vous allez trouver sur les cartes géologiques, c'est un symbole sous forme de T majuscule avec une barre horizontale de T, parce qu'il faut mettre T par exemple comme ça, verticalement, barre horizontale et barre verticale. Alors, la barre horizontale, c'est tout simplement la direction de la couche, et la barre verticale de T, c'est le pondage, c'est-à-dire la valeur et le sens du pondage. Cette barre-là indique toujours, bien marque toujours, la valeur du pondage et le sens du pondage. Il faut bien comprendre ça. Il faut bien fixer ça. Valeur et sens. Ça aussi, vous allez voir les détails en TP. C'est-à-dire quand vous avez une barre très longue comme ça veut dire que le pondage est faible. Le pondage de la couche est faible. Quand vous avez une barre très courte,
Donc, le pondage est fort. Alors, ce signe-là, bien ce symbole-là, comme je dis, vous allez le trouver sur les cartes géologiques, sur les terrains. On met des symboles comme ça. Et à partir de ce symbole-là, vous pouvez déterminer la direction et la valeur et le sens du pondage. Voilà donc pour les plans ou bien pour les structures tectoniques planaires, ou bien les éléments tectoniques planaires. Qu'est-ce qu'on représente? Qu'est-ce qu'on cherche, si vous voulez? On cherche la direction et le pondage pour dessiner pour dessiner la couche ou bien le terrain sur une coupe géologique. Il faut connaître ces deux choses-là, direction et pondage. Voilà ici, par exemple, un affleurement, vous voyez ici. Voilà donc une reconstitution, si vous voulez, sous forme de dessin, sous forme de bloc diagramme de cette région-là. Vous avez ici de l'eau, vous avez des affleurements, des roches qui affleurent. Et si on regarde ces roches-là, ces terrains-là, ce sont des terrains inclinés. C'est ce qu'on a dessiné ici, des terrains inclinés comme ça. Et voilà ces terrains-là, ici sur la coupe, c'est comme si, ici vous avez une coupe géologique. Vous avez un terrain ici, un autre ici, un autre ici, c'est-à-dire des couches. Comme vous voyez ici, les couches sont inclinées, ne sont pas horizontales. Alors ici, vous avez un signe de pondage, ici on représente un signe de pondage qui montre la direction de la couche et le pondage. Regardez la barre verticale de T, elle est très courte. Donc ici, le pondage est relativement fort. Alors la direction, c'est cette barre-là, cette ligne-là, la direction. Et ici, le pondage, c'est cette barre-là. Direction, pondage. Regardez la direction, vous avez la surface des couches. Si on considère l'eau, la surface de l'eau comme le plan horizontal, donc la direction, c'est cette intersection-là, l'intersection de la surface de l'eau avec la surface de la roche, surface du terrain. Qu'on appelle la direction, c'est cette barre rouge. C'est cette ligne rouge. Bien, donc je pense on va s'arrêter ici et on va reprendre demain, c'est pas demain, mercredi à 15 heures. D'accord, monsieur.